Avec nous en ligne, Madame Maya Sahli, merci d'accepter notre invitation et de bien vouloir répondre à nos questions. Vous êtes enseignante à l'Institut diplomatique et des relations internationales IDRI. Vous avez été vice-présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, consultante sur les questions relatives au droit international, des droits de l'homme et droits humanitaires. Madame Maya Sahli, aujourd'hui, quels peuvent être les résultats de ces audiences auxquelles vous avez assisté? Il faut rappeler quand même que cette procédure, cette demande d'avis consultatif est une procédure qui a été demandée par l'Assemblée générale des Nations unies par une résolution du mois de décembre 2024 et à la demande de la Norvège. Vous voyez, ce qui est important, c'est que dans cette procédure, l'Algérie, qui n'a pas été absente encore une fois, puisque ce n'est pas la première fois que l'Algérie intervient dans ce genre de procédure. Elle l'avait déjà fait en 2004, en février 2004. Elle l'a refait également l'année dernière avec l'avis consultatif qui a été rendu en 2024. Donc l'Algérie était présente encore une fois. Et cette procédure d'avis consultatif est importante parce qu'elle devait encore une fois mettre l'accent et rappeler à Israël ses obligations en tant que puissance occupante et en tant qu'également État membre des Nations unies. Alors, la demande d'avis consultatif s'est articulée autour de deux étapes. Il y a eu tout d'abord un exposé écrit qui a été présenté par l'Algérie, comme beaucoup d'autres États, et un deuxième exposé qui était effectivement les audiences orales à travers un exposé également oral dans lequel, avec ma collègue Madame Bourouba Samia, nous nous sommes investis. Alors, ce qui est important également à rappeler, c'est que cette demande d'avis consultatif fait suite à l'adoption par la Knesset de deux lois en date du mois d'octobre 2024, plus exactement le 28 octobre 2024, deux lois qui, je le précise, devaient mettre fin aux activités, aux opérations de l'UNRWA. Pour rappeler à nos auditeurs, l'UNRWA, c'est l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Donc l'UNRWA a été créée dès 1947 et il se trouve qu'en 1967, il y a eu un accord entre Israël et l'UNRWA, de manière à ce que cet organe subsidiaire de l'Assemblée générale puisse exercer ses activités d'assistance humanitaire en matière d'éducation, en matière sanitaire, etc. Et cette fois-ci, les deux lois justement demandent à ce qu'on mette fin aux opérations de l'UNRWA. Alors, une première loi qui portait cessation des activités de l'UNRWA et qui prévoyait entre autres l'abstention de tout contact avec l'UNRWA et l'expiration également de l'accord en quelque sorte signé entre Israël et l'UNRWA. La seconde loi empêche les opérations de l'UNRWA par le biais de tout bureau de représentation, de services ou d'activités, directement ou indirectement. Donc, face à l'adoption de ces deux lois qui allaient mettre fin aux activités humanitaires d'assistance et d'aide de l'UNRWA, il y a eu une réaction immédiate le 24 janvier 2025. Entre autres, c'était le secrétaire général de l'ONU qui a demandé à l'UNRWA de ne pas cesser ses opérations à Jérusalem, alors que Israël demandait le contraire. Demandait à l'UNRWA de cesser ses opérations à Jérusalem, entre autres d'évacuer tous les locaux dans lesquels il opère dans la ville au plus tard le 30 janvier 2025. Donc cette demande justement a été prise en charge par l'Assemblée générale des Nations unies dans la mesure où celle-ci a décidé de demander une demande d'avis consultatif sur quoi? Sur les obligations d'Israël en ce qui concerne la présence et les activités de l'Organisation des Nations unies, d'autres organisations internationales et d'États tiers dans le territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci. Maintenant, par rapport à votre question, quels vont être en quelque sorte les résultats de ces audiences et de la demande de cet avis consultatif, si j'ai bien compris? Absolument. Alors, ce qui est important, c'est que à travers ces audiences orales, qui ont vu la participation pratiquement de 40 États et de 3 organisations internationales ou régionales, puisqu'on a eu l'Organisation pour la conférence islamique, la Ligue arabe et l'Union africaine. L'important, c'est d'avoir mis en évidence et d'avoir renseigné un peu plus les juges de la Cour internationale de justice sur les obligations d'Israël. Tout d'abord, en tant que membre des Nations unies, Israël a une obligation de coopération de bonne foi avec les Nations unies et également en tant que puissance occupante. Et en tant que puissance occupante,
justement, Israël doit se soumettre à un certain nombre de règles de droit international humanitaire. Je suppose que les juges, aussi bien les juges que les délégations présentes, sont au courant, bien plus que précédemment, des obligations de ce qui est qualifié d'Israël, Madame Maya Sahli. Au lendemain de cette audience, un mini-cabinet, c'est ainsi que les choses ont été présentées, de l'entité a, on va dire, avaliser l'occupation de Gaza. Est-ce qu'il ne vous semble pas qu'il y a un déni de droit aujourd'hui? Quels sont les outils juridiques à même de stopper ce déni de droit, Madame Maya Sahli? Il faut bien distinguer deux approches. Il y a une approche politique de la question, en quelque sorte. Devant les juges, nous avons beaucoup plus une approche juridique. Oui. Et je sais qu'il y a quelques jours, il y a eu une réunion justement, et on a mis en place un cabinet spécifique pour étendre l'occupation à Gaza. Absolument, absolument. Pour étendre l'occupation à Gaza, pour également faire en sorte que les populations qui sont dans l'enclave de Gaza vont subir encore une fois une déportation forcée, donc un déplacement forcé. Et on voit bien que Israël, encore une fois, est à contre-courant de tout ce qui a été dit, de tout ce qui va se faire également au niveau de la Cour internationale de justice. Tout à fait. Alors, il faut comprendre que nous ne sommes pas dans une procédure contentieuse. C'est-à-dire que l'avis qui sera rendu par la Cour internationale de justice est un avis qui n'est pas contraignant. C'est-à-dire que nous allons rappeler à la Cour internationale de justice les obligations d'Israël, comme je l'ai dit précédemment, par rapport à la présence et aux activités des organismes des Nations Unies, des États tiers et également de toutes les organisations à caractère humanitaire, l'importance de cet exercice consultatif, qui n'est pas l'exercice contentieux. Je prends pour exemple l'affaire qui est en quelque sorte à l'heure actuelle entre les mains de la CIJ, entre l'Afrique du Sud contre Israël. Là, nous allons avoir un arrêt qui sera contraignant. Ici, l'exercice de la fonction consultative par la Cour constitue ce que j'appellerais un canal privilégié par lequel, d'ailleurs, des considérations juridiques de droit peuvent trouver leur voie au sein d'instances internationales de décision. Alors, en rendant cet avis, comme elle l'a fait également au mois de juillet 2024, l'organe judiciaire contribue tout simplement à la clarification du droit applicable et ce faisant permet de prévenir d'éventuelles incertitudes, tensions et différends, encore une fois, pouvant survenir à l'intérieur comme on le voit ici, en ce qui concerne notamment la question palestinienne et dans le cadre de ces relations. Ce qui est important, c'est que dans l'avis consultatif, nous allons avoir un éclairage supplémentaire sur les obligations d'Israël. Est-ce qu'il est contraignant? Est-ce qu'il est contraignant? Non, justement, l'avis consultatif n'est pas contraignant. Et ça, il faut bien le comprendre. Ce n'est pas juridiquement un avis contraignant. Il vise à interpréter le droit, à poser des questions de droit international et d'apporter des clarifications. Alors, ce que les États ont pu apporter à travers les audiences orales, c'est également des clarifications, des renseignements, je dirais même des propositions en ce qui concerne cette demande d'avis. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on va clarifier les questions juridiques de droit, on va en quelque sorte apporter ce que j'appellerais une concrétisation de l'efficacité de l'interprétation du droit international. Et l'Assemblée générale va ensuite être informée lorsqu'on aura la demande d'avis. Ce qui est sûr, c'est que cet avis consultatif peut participer au règlement, je dirais, de certains litiges. Ça peut également aider pour de futures négociations. Ça peut aider également pour la mise en œuvre d'une prochaine résolution. Ce qui est sûr, c'est que lorsque l'avis sera rendu, l'Assemblée générale est libre d'explorer et de décider de quelle manière elle souhaiterait donner effet à cet avis consultatif. Bien, Madame Maya Sahli, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes enseignante à la faculté de droit d'Alger, à l'Institut diplomatique et des relations internationales IDRI. Vous avez été vice-présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, également rapporteuse spéciale sur les réfugiés, migrants et déplacés internes en Afrique. Vous êtes consultante sur les questions en droit international, des droits de l'homme et des droits humanitaires auprès de l'ONU et de l'Union africaine. Madame Maya Sahli, dès les premiers mots, vous avez
planter le décor. Vous avez dit ceci: Israël continue de perpétuer en toute impunité les violations les plus graves du droit international. Pas d'ambiguïté à ce sujet dans votre propos. L'entreprise de colonisation et d'annexion menée par Israël, disiez-vous, constitue une négation absolue du droit des Palestiniens à l'autodétermination. Comment aujourd'hui agir pour que ces mots puissent avoir une force politique? Car, faut-il le souligner, c'est le politique qui constitue un frein. Oui, effectivement, vous avez raison de rappeler tous ces éléments d'information. En fait, au niveau du droit, la bataille juridique est en cours depuis très longtemps. On a eu l'affaire du mur en 2004, on a eu l'année dernière également la demande d'avis consultatif concernant les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Oui. Et une des réponses importantes de l'avis consultatif de juillet 2024, c'était de déclarer illicite justement l'occupation d'Israël, l'occupation prolongée d'Israël. Ça a été une victoire juridique. Mais sur le plan politique, c'est là où il y a un frein. Sur le plan politique, je vais dire que c'est plutôt la force qui l'emporte sur le droit. Et pourtant, il est signalé, par ailleurs, l'effondrement du droit humanitaire. Oui. Alors, l'effondrement du droit humanitaire, c'est par rapport à la situation dramatique que vivent les populations à l'heure actuelle palestiniennes, dans la mesure où le blocus qui est institué depuis pratiquement 2 mois ne permet plus, justement, d'acheminer l'aide humanitaire, toutes catégories confondues, c'est-à-dire surtout en matière d'alimentation. Il n'y a plus pratiquement d'eau, il n'y a plus de structures sanitaires pour accueillir les blessés. C'est là où on voit l'effondrement, justement, humanitaire. Et c'est la première fois que l'on vit une telle situation, je dirais, depuis, je parle de notre génération, du moins le 21e siècle. On n'a jamais vu ça. Et ce qu'il y a, c'est que, à l'heure actuelle, cet état de blocus va être renforcé d'après les dernières interventions d'Israël, dans la mesure où on veut carrément asphyxier les populations palestiniennes en territoire occupé. Et c'est à ce niveau-là où il faut qu'il y ait une réaction de la communauté internationale. Or, je l'ai dit dans ma plaidoirie, je l'ai dit, il n'y a plus de communauté internationale. Il y a une communauté d'intérêt, tout simplement. C'est ça. Alors, comment arriver justement à appliquer des décisions qui sont prises par la Cour internationale de justice ou alors des avis consultatifs? Je dirais que tout le jeu diplomatique se joue entre les mains des grandes puissances et au sein du Conseil de sécurité, quels que soient les processus de négociation. La trêve n'a pas pu notamment être contenue. Vous voyez très bien qu'on est au-delà justement des règles du droit international en général. Madame Maya Sahli, vous avez également rappelé le mépris du droit en ces termes. Le mépris du droit est total, le mépris de la morale est total, le mépris de l'humanité est total. Vos propos ont été qualifiés par certains observateurs de gifles aux consciences endormies. Vous rappelez que 6 millions de réfugiés palestiniens enregistrés par l'ONU bénéficient de l'assistance de l'UNRWA. Vous avez souligné que depuis le 28 mars dernier, nous assistons à une famine provoquée par l'homme. Mais au-delà de cela, vous avez également mis le doigt sur une réalité. Vous avez rappelé le meurtre, car c'est de cela qu'il s'agit, de 14 humanitaires. Le meurtre par Israël rendu public car il a été répertorié. Assistons-nous aujourd'hui à une complicité de ce que vous qualifiez à l'instant de concordance de communauté. Il y a des conglomérats politiques qui se serrent les coudes entre eux. Madame Maya Sahli. Oui, là je peux conforter vos propos, effectivement, parce qu'il y a un aveuglement d'une catégorie d'États par rapport à la situation qui prévaut à Gaza. Depuis les événements d'octobre 2023, toutes les attaques meurtrières. Je ne vais pas revenir notamment sur le nombre de femmes et d'enfants tués, mais c'est là où on est interpellé. Mais que devient effectivement le droit international dans ce cas? Et en fait, c'est une minorité d'États en connivence et en complicité avec Israël qui font tout pour que cette situation se perpétue et qu'on arrive à un véritable goulot d'étranglement au sein de l'enclave de Gaza. Et bien sûr, les principales conséquences, on les voit bien, c'est effectivement les enfants, les femmes, et le fait encore une fois qu'Israël, comme vous l'avez dit précédemment, continue ses attaques, va encore une fois pousser à des déplacements forcés de population, va empêcher les opérations de l'UNRWA, et il est même dit, ce que j'ai pu lire il y a 2 jours de ça,
qu'on va remplacer l'UNRWA. Et j'avais dit dans mon allocution, notamment, qu'il est impossible de remplacer l'UNRWA. C'est-à-dire qu'on va mettre fin à la légitimité d'un organe au service des populations palestiniennes. Et il est dit qu'à l'heure actuelle, Israël prévoit, bien sûr avec d'autres États, l'avènement de nouvelles structures humanitaires, dont une fondation qui serait à Genève à l'heure actuelle et qui aurait la possibilité de remplacer l'UNRWA. Alors, une fondation qui va apporter aide et assistance, mais qui en réalité répond beaucoup plus aux intérêts d'Israël. Voilà un petit peu les dernières informations concernant justement le fait qu'on veut éliminer complètement toute action des Nations Unies. Et qu'en est-il des 14 humanitaires qui ont été assassinés par Israël? Quelles sont les mesures en ce sens urgentes qui peuvent être prises ou quelles sont les démarches engagées en ce sens? Alors, en principe, lorsqu'il y a effectivement, puisqu'on les a retrouvés dans une fosse commune. Oui, mais la vidéo illustrait le crime, Madame Maya Sahli. Oui, il y avait le crime. Alors, normalement, on met en place une commission d'enquête immédiatement, parce que les faits sont là. Nous avons des faits qui montrent bien effectivement qu'ils ont été tués malgré les signes distinctifs comme étant des ambulances, etc. En principe, on ne touche pas le personnel humanitaire. Vous voyez, mais normalement, on aurait dû mettre déjà dès le départ une commission d'enquête. Alors, certains organismes en ont parlé, mais est-ce que réellement cette commission d'enquête va pouvoir enquêter et également répondre aux responsabilités à la charge d'Israël? Là encore, c'est un point d'interrogation. Est-ce qu'il ne vous semble pas qu'il y a une lenteur critiquable, Madame Maya Sahli? Car à ce jour, 200 humanitaires de l'UNRWA ont été exécutés par Israël, ont été tués dans la bande de Gaza en l'occurrence. La semaine dernière, le porte-parole de l'UNRWA nous disait que c'est le chiffre le plus important enregistré par l'ONU. Est-ce qu'il ne vous semble pas qu'il y a une lenteur associée à une incapacité d'agir condamnable aujourd'hui? Oui, tout à fait. Non seulement une lenteur, mais on fait en sorte qu'on oublie parfois ces faits. Avec le temps qui passe, on a l'impression d'oublier tout ce qui s'est passé. Et il n'y a pas d'action effective. Il n'y a pas notamment une synergie entre des acteurs étatiques pour pouvoir prendre en charge tous ces actes répréhensibles d'Israël. Et il y a à l'heure actuelle, comme vous dites, peut-être une lenteur, mais peut-être qu'on veut faire oublier également toutes ces situations. On est un petit peu dans ce que j'appelle une amnésie. Absolument. Une amnésie progressive. Il ne faut pas oublier que tous ces éléments sont répertoriés par un certain nombre d'organisations non gouvernementales, par certaines institutions, et je pense qu'au moment voulu, si ce moment arrive, il y aura effectivement des comptes à rendre, puisque nous n'oublions pas que, à travers ces obligations justement sur lesquelles nous avons développé lors des audiences orales, il y a une responsabilité internationale d'Israël qui a été pointée du doigt, d'ailleurs par plusieurs États. Israël est responsable justement de tous ces actes-là. Et on sait très bien que cette responsabilité en tant que telle est une responsabilité de l'État, mais il y a également la responsabilité des individus. Pour les individus, vous savez très bien qu'il y a des poursuites qui ont été entamées au niveau de la Cour pénale internationale, qui est notre organe judiciaire, et qui va poursuivre des individus, mais non pas les États. Et effectivement, quand on revient par exemple à la procédure en cours devant la Cour internationale de justice par rapport à l'Afrique du Sud contre Israël, ici ce sera la responsabilité de l'État éventuellement. Donc il y a plusieurs procédures judiciaires qui sont en cours, mais l'État à l'heure actuelle fait que engager la responsabilité internationale d'Israël, il y a un silence en ce qui concerne justement le fait que tous ces éléments ne sont pas pris en charge par les États, alors qu'on devrait maintenant discuter sur la base de négociations quel serait justement le sort de la bande de Gaza et de ses populations. Et sur ce côté, vous voyez bien qu'il n'y a rien. Voilà, absolument. Les négociations sont bloquées. Exactement. L'aide humanitaire est utilisée comme une arme de guerre. Vous rappelez la complicité des grandes puissances et vous dites à cet effet, l'absence de sanctions ne fait qu'encourager Israël à persévérer dans la violation du droit. Une critique claire et frontale, Madame Maya Sahli. Est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui, l'on peut parler clairement de complicité de génocide, puisque ne pas agir, c'est aussi laisser faire? Oui, effectivement, ce silence, cette attitude, je dirais, négative, c'est une obligation ici pour les États justement d'intervenir. Or là, on est dans des situations attentistes, c'est-à-dire qu'on regarde faire, mais on n'agit pas. Donc il n'y a pas d'action, absolument pas. Et lorsqu'on parle effectivement
de cette présomption de crime de génocide qui d'ailleurs pour laquelle cette présomption justement va être traitée par la Cour internationale de justice. Et à l'heure actuelle, nous savons très bien que ce processus génocidaire continue à travers, comme je l'ai évoqué dans ma plaidoirie, oui, à travers le fait que la puissance occupante ne facilite pas notamment les fournitures indispensables à la survie de la population palestinienne, bloque les services de base, a détruit les biens également, et tout cela justement nuit au développement de la population palestinienne et en même temps nuit, encore une fois, et nous l'avons dit dans notre exposé, oui, nuit justement à la réalisation du principe du droit à l'autodétermination des populations palestiniennes et à la création d'un État palestinien. Vous avez été au-delà, oui. Vous avez parlé d'une famine provoquée par l'homme, donc il y a intention de génocide. Oui, oui. Alors là, si on devait analyser les éléments constitutifs du crime de génocide, effectivement, il y a plusieurs éléments qui contribuent à la réalisation et à l'effectivité du crime de génocide. Bon, là, nous ne l'avons pas fait parce que ce n'était pas du tout le but. Par rapport aux questions posées, mais la question, par contre, va être prise en charge par la Cour internationale de justice, comme je l'ai dit, dans l'affaire qui oppose l'Afrique du Sud à Israël, dans le cadre justement de l'application et de l'interprétation de la Convention de 1948 sur le crime de génocide. Là, nous l'avons peut-être à peine effleuré. Le but n'était pas de dire s'il y avait un crime de génocide. Le but de cette veille consultative, c'était d'éclairer la Cour par des informations, par des renseignements sur les obligations d'Israël, en sa qualité de puissance occupante, mais également en sa qualité d'État membre des Nations Unies. Rappelons à nos auditeurs également que 280 employés de l'ONU ont été tués ou sont tués dans cette guerre par l'entité d'occupation Madame Maya Sahli. Est-ce que le droit va pouvoir stopper l'injustice qui est en cours actuellement? À force d'usure peut-être, à force d'insistance peut-être, Madame Maya Sahli. Alors effectivement, là, on a beaucoup de doutes maintenant sur l'effectivité du droit international face aux actions menées par Israël, puisqu'effectivement, Israël ne rend pas compte du tout de ces violations, absolument pas. Elle continue encore dans ses exercices, comme vous l'avez si bien dit, concernant la réalisation d'un véritable crime de génocide. Alors, est-ce que le droit est impuissant? Les règles de droit sont là. C'est pour ça que j'ai insisté sur la nécessité de continuer la lutte ou la bataille juridique qui peut apporter une valeur ajoutée en ce qui concerne les obligations d'Israël. Mais il est évident, est-ce que le droit va triompher à la longue? Ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Il faut qu'il y ait une volonté des États. Comme je l'ai dit, il n'y a plus cette communauté internationale que l'on avait retrouvée dans les années précédentes. Il y a simplement une communauté d'intérêt. Il y a cette forme de complicité qui ne dit pas son nom de la part de grands États et qui continue encore une fois à accompagner Israël dans ses exactions. Donc le droit ici est marginalisé. Vous savez, tant que les grandes puissances n'ont pas décidé, notamment de mettre fin à l'occupation d'Israël, malgré l'existence d'un avis consultatif. Tant que les grandes puissances, notamment, n'ont pas, encore une fois, ordonné à Israël et même exhorté Israël de mettre fin à toutes les exactions commises contre les populations palestiniennes, qu'il s'agisse notamment en Cisjordanie, Jérusalem-Est, également dans l'enclave de Gaza, où est le droit international? Et parfois, on se pose la question de savoir quelle est encore une fois l'utilité de ce droit international? Bon, en fait, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. C'est un peu effrayant ce que vous nous dites. C'est un peu effrayant ce que vous nous dites, Madame Maya Sahli. C'est-à-dire que le droit qui a été mis en place pour protéger l'humanité tout entière, par en l'occurrence les 5 puissances sorties fortes de la Deuxième Guerre mondiale, est mis à mal par ces mêmes puissances. Oui, bien sûr, on le voit très bien. On a ici notamment un droit qui s'applique à géométrie variable. Absolument. Je ne vais pas citer d'autres exemples, mais pour la question palestinienne, vous voyez très bien, depuis 1967, alors qu'on aurait dû avoir les deux États, un État palestinien notamment, vous voyez très bien que le droit ne s'applique pas. Au contraire, Israël continue encore une fois à violer ce droit international au vu et au su de toute la communauté internationale. Mais pourquoi? Parce qu'elle a des soutiens. Si la même situation, notamment, devait être prise en charge dans un autre cas, vous verrez que le droit international s'appliquerait. Il y a effectivement ce directoire de grande puissance qui continue encore une fois à accompagner Israël dans ses exactions.
C'est clair. En tout cas, ce qui est d'autant plus clair, c'est que nous vivons une époque où la force du droit ne s'exerce que par la force elle-même des États, et que les Palestiniens vont devoir arracher ce qui leur revient de droit par la force de leurs bras. Madame Maya Sahli, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes enseignante à la faculté de droit d'Alger, à l'Institut diplomatique et des relations internationales IDRI. Vous avez été vice-présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, rapporteuse spéciale sur les réfugiés, migrants et déplacés internes en Afrique, consultant sur les questions internationales des droits de l'homme et droits humanitaires auprès de l'ONU et de l'Union africaine. Madame Maya Sahli, merci encore une fois d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie.